La folie des coups de doigts dans les yeux continue. Le coéquipier de Tom Aspinall, Delia, vient de livrer l'un des combats les plus fous de l'an 2025. Et toute la communauté MMA n'arrive pas à en parler autrement. Pendant le combat contre Waldo Acosta, Delia l'a accidentellement touché à l'œil, puis a asséné une série de frappes qui donnaient l'impression que le combat était terminé. Mais le chaos a commencé quand, après une longue pause, le duel a tout de même repris, et Acosta, à peine capable de voir à cause de sa blessure, a réussi à revenir et à mettre Delia KO. Mon rêve, 1000 abonnés. Soutenez la chaîne en vous abonnant, je travaille très dur. Après le combat, Waldo s'est effondré au sol en hurlant de douleur. Son œil était gravement blessé, et pourtant, par un miracle, il a remporté la victoire. Ce moment a instantanément ravivé les débats autour de Tom Aspinall et de l'incident à l'UFC 321, lorsque Tom avait arrêté le combat après un doigt dans l'œil de Cyril Gane. Les fans ont envahi les réseaux sociaux de moqueries à l'encontre du champion des lourds, affirmant que le match de Delia avait prouvé on peut continuer même avec un œil blessé et gagner quand même. Daniel Cormier et Michael Bisping sont immédiatement intervenus dans la discussion, comparant la situation de Waldo à l'histoire d'Aspinall. Quoi qu'il en soit, les débats ne s'apaisent pas, et les conversations sur Tom Aspinall et ses problèmes de vision ne laissent personne tranquille. Et maintenant, regardons ce fragment. Après ça, on parlera beaucoup de Tom, c'est certain. Mais je ne pense pas qu'on puisse vraiment comparer les deux situations. Non, pas du tout. C'est plutôt une coïncidence ou, si tu préfères, un coup du destin. Les gens en parleront quoi qu'il arrive. Delia est la partenaire d'entraînement de Tom Aspinall. À ce moment-là, Tom n'avait pas repris le combat. Et il disait qu'il voyait encore très mal. Donc il n'y a rien à discuter. Si un homme ne voit pas, il ne peut pas continuer. Waldo, lui, c'est tout le contraire. Il est allé jusqu'au bout et a mis son adversaire KO. Oui, il l'a complètement éteint. C'était de la pure folie. Mais tu vois le problème? Ce sont des situations qu'on ne peut pas mélanger. Elles sont différentes, et chacune doit être analysée séparément. Aosta a dit tout de suite qu'il ne voyait qu'à peine un tiers. Pour Cortiza, c'était grave, mais il continuait à parler et à se battre. Et maintenant, comme je le disais, il y aura plein de gens sur les réseaux pour tomber sur Tom. Mais c'est injuste, aucun coup dans l'œil n'est identique. Chaque cas est unique, et toute cette histoire n'est qu'un malheureux hasard. Un accident à la fois pour Hunt, pour Waldo, et pour Cortiza Aosta lui-même, celui qui, au final, a pris ce fichu coup. Ante Delija s'est enfin exprimé après sa défaite chaotique et plus que controversée face à Aosta. Et il l'a fait sans la moindre retenue. Selon lui, on lui a tout simplement volé la victoire. Il a énuméré 5 reproches majeurs concernant la manière dont le combat a été mené. Premièrement, Delija affirme ne pas avoir mis le doigt dans l'œil de Waldo, mais seulement l'avoir frôlé, et il exige une vérification vidéo. Deuxièmement, il soutient que l'arbitre n'a jamais annoncé de temps mort, qu'il a simplement arrêté le combat en le déclarant vainqueur, une décision qui, selon lui, n'aurait jamais dû être annulée. Troisièmement, il souligne que pendant toute la confusion, son adversaire restait tranquillement assis à regarder le ralenti. Quatrièmement, Delija rappelle que le règlement interdit l'usage des ralentis après l'arrêt d'un combat, et pourtant, c'est exactement ce qui s'est produit. Enfin, cinquièmement, il affirme que la reprise du combat s'est faite n'importe comment, qualifiant tout ce qui s'est passé de véritable farce. Le président de l'UFC, Dana White, a déjà réagi à ce chaos, faisant un parallèle avec l'épisode de Tom Aspinall et ce fameux coup dans l'œil infligé par Cyril Gane lors de l'UFC 321. Voyons cela de plus près. Je n'ai pas l'intention de commenter ça. Les deux ont pris un doigt dans l'œil, mais lui, en vrai combattant, a dit « Je ne partirai pas comme ça ». Oui, les deux ont souffert, et ce n'est pas une excuse. Soit on veut se battre, soit on ne veut pas. Quand quelqu'un veut continuer, ça se voit tout de suite. Et quand il ne veut pas, ça se voit aussi. Il a dit quelque chose après le combat ? Non, je ne lui ai pas parlé. Il est sorti de la cage tout de suite, a donné une interview et, si j'ai bien compris, il part maintenant à l'hôpital. Islam Makhachev a accordé une nouvelle interview à la chaîne russe Match TV où il a abordé une foule de sujets. Voyons ensemble ce qu'il a réellement dit. Interrogé sur la fin du combat entre Oliveira et Topuria, au cours duquel Ilya avait envoyé quelques frappes supplémentaires à un adversaire déjà au sol, Islam a totalement pris sa défense. Il a expliqué que dans ces moments-là, les combattants agissent non par colère, mais par pur instinct. Makhachev s'est souvenu de son propre passé. Lorsqu'il avait mis Taysom Tabu KO, il n'avait pas eu besoin d'en rajouter, mais face à Volkanovski, il avait dû frapper encore 2 ou 3 fois, le temps que l'arbitre intervienne.
Selon lui, les combattants apprennent à continuer jusqu'à ce que l'arbitre dise « stop », car si tu t'arrêtes trop tôt, tu risques de perdre. Quand on lui a demandé si ses adversaires avaient peur de lui, Islam a répondu calmement. Certains, peut-être, oui, mais des gars comme Volk, non. Ceux-là, tu ne peux pas les effrayer. Ils ont déjà traversé le feu et l'eau. Les journalistes ont aussi voulu savoir si Ilia lui faisait penser à Conor McGregor par son influence médiatique. Islam a simplement éclaté de rire. Non, rien à voir, mais il a reconnu que El Matador est devenu aujourd'hui l'une des plus grandes stars du sport. Il a néanmoins précisé qu'aucun affrontement ne pourra jamais atteindre l'ampleur de Khabib contre Conor. Concernant ses propres projets, Makhachev a été catégorique. Aucune envie de revenir en poids léger. Bien que les fans rêvent toujours d'un duel avec Topuria, Islam a admis que cette idée ne l'inspire pas. La raison est simple, il possède déjà la ceinture des légers et redescendre de catégorie ne serait qu'une souffrance inutile. Aujourd'hui, toute son attention est tournée vers Jack Della Maddalena. Il a confié se sentir à l'aise en welter. Il mange correctement, se sent en pleine forme et prêt à dominer à nouveau. Apparemment, la seule façon de voir Makhachev affronter Topuria, ce serait qu'El Matador décide lui-même de monter en catégorie et de défier pour un 3e titre. Quand j'ai combattu contre Tabat, j'ai touché net et il n'a pas fallu l'achever. En revanche, dans le combat contre Volkanovski, après le coup à la jambe, j'ai porté 6 ou 8 frappes de trop, tout simplement parce que je ne me contrôlais pas sur le moment. J'attendais que l'arbitre intervienne. Un combattant se bat tant que l'arbitre ne dit pas « stop ». Parce que arrêter trop tôt, c'est aussi une erreur. C'est pour ça qu'on nous apprend à aller jusqu'au bout, tant que l'arbitre ne se met pas entre nous. Et qu'est-ce que ça m'apporterait de descendre à 155 et d'exploser Topuria? Qu'est-ce que j'y gagnerais? Reprendre la ceinture encore une fois? Mais je l'ai déjà. À peine quelques semaines après avoir mis Khalil Rountree KO lors de l'UFC 320, l'ancien champion des mi-lourds Gigi Prochaska a surpris tout le monde en laissant entendre qu'il envisage sérieusement de descendre chez les poids moyens, mais uniquement si le 3e combat contre Alex Pereira ne voit jamais le jour. Prochaska reste sur 2 victoires consécutives, face à des adversaires du top mi-lourd. La dernière s'étant conclue par un KO au 3e round d'un affrontement plutôt discret. Il a tenu à préciser que cette idée n'a rien à voir avec la taille de ses rivaux, souvent plus massifs à 205 livres. D'après lui, il se sent fort, en grande forme, et convaincu de pouvoir nettoyer la division, même face à des combattants plus lourds. Pour Gigi, il s'agit avant tout d'un défi personnel, pas d'une nécessité. Si la trilogie avec Pereira ne se concrétise pas, il veut un nouveau test, un mystère à résoudre, une voie différente, plutôt que d'attendre sans but. Comme il l'a lui-même expliqué, il ne fuit pas la catégorie des mi-lourds. Il cherche simplement un nouvel horizon à poursuivre. Le seul vrai obstacle, reconnaît-il, reste la coupe de poids, un processus exigeant mais qu'il dit maîtriser parfaitement. Les combats chez les moyens pourraient devenir pour lui une pure folie, un chaos rafraîchissant pour la division. Écoutons maintenant ce qu'il a déclaré exactement. Dans une récente interview, tu as laissé entendre que si le combat contre Alex Pereira ne se concrétisait pas, tu pourrais envisager de descendre chez les poids moyens. Comment tu vois ça? Après tout, tu es un grand gabarit. Ce serait difficile pour toi de couper jusque-là, ou pas tant que ça. On verra, on verra. Pour moi, descendre jusqu'à 93 kg, c'est vraiment facile. Mais aller jusqu'à 84, donc la catégorie des moyens, là oui, ce serait un vrai défi. Pourtant, je suis convaincu que je peux le faire. Je connais parfaitement mon corps. Et si je décide d'y aller, j'y arriverai. Mais avant tout, je veux ramener la ceinture en République tchèque, dans la catégorie des mi-lourds. Et vous, qu'en pensez-vous? Vous aimeriez voir Jiri chez les moyens? Dites-le dans les commentaires.